Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction... l'Allemagne. Comment sont les Allemands? Et ils sont top. Ils fonctionnent comme des machines. C'est un pays de musiciens. Polyglotte, pour moi, les Allemands, c'est faire un peu ce qu'on veut quand on veut. Ils sont cool. Comme à l'africaine un peu. J'aime les Allemands. Ils travaillent dur et paient des impôts. Ils devraient travailler encore plus. Le travail, le travail, le travail. Très travailleux. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent vraiment dur. J'aime leur discipline. Ils travaillent beaucoup. Les Allemands travaillent-ils tant que ça? J'ai trouvé des experts en la matière, un jeune couple. Voici Friedelma, la femelle, et Charlie, le mâle. Il faut être patient. D'une manière générale, avec les paresseux, il faut s'armer de beaucoup de patience. On peut juste dire qu'ils se reposent la plupart du temps. On n'a pas besoin de leur donner à manger 3 fois par jour, parce qu'ils sont rarement actifs. Ce sont des animaux qui ne répondent pas du tout à l'ardeur au travail des soigneurs allemands. Mais il n'y a pas que des soigneurs zélés en Allemagne. Je vais rencontrer quelques personnes qui ne sont pas trop à cheval sur l'éthique du travail. Le travail, fléau de l'humanité. Chaque année, le 2 mai, une manif contre le travail a lieu à Berlin. Les organisateurs n'ont pas choisi cette date au hasard. L'idée avec cette manif, c'était de faire contrepoids au 1er mai. Exactement. Les gens manifestent pour le travail, nous on manifeste contre. C'est une manifestation contre l'obligation du travail salarié. Il s'agit de ne pas juger l'homme sur le fait qu'il travaille pour gagner de l'argent ou pas. Pour nous, la paresse a toute sa légitimité. Il n'y a que les paresseux qui finissent par arriver à quelque chose. Je ne sais pas trop qui sont les paresseux en Allemagne. Ce sont des gens comme moi qui vont à l'épicerie le mercredi à 3 h de l'après-midi. T'es un sacré flemmard, toi. Les gens ne savent pas que j'ai travaillé le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Ils pensent juste que... C'est bien le problème des Allemands. On croit toujours que les autres pensent qu'on ne fait rien. Exactement. Là, on est en plein dans l'éthique allemande du travail. Mais en même temps, les gens de toutes les classes sociales ont pris conscience du problème. À savoir que certains groupes définissent toujours ta valeur en fonction de ton travail. Y a-t-il une alternative? Une start-up a décidé de verser le revenu universel, soit 1 000 € par mois, pendant 1 an à des personnes tirées au sort. Le projet est financé par le crowdfunding. Quand on demande aux gens s'ils continueront à travailler avec le revenu universel, 90% d'entre eux répondent oui. Et c'est aussi le constat que nous tirons de notre expérience. Sur 70 personnes, 2 seulement ont démissionné jusqu'ici. Mais les gens qui continuent à travailler ont une relation bien différente à leur job. Ils sont toujours aussi productifs et parfois même plus performants, mais ils ne sont plus aussi stressés. Donc ils abattent toujours beaucoup de travail, mais grâce au revenu universel, ils sont plus détendus. Comment le monde du travail va-t-il évoluer? L'architecte Van Bolle Mensel conçoit des tiny houses, des maisons miniatures, et repense l'architecture et le travail. Pour moi, le travail est un moyen de s'épanouir. Toute la question est de savoir pour qui on travaille. Tant qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, on est son esclave. Ça peut être épanouissant, mais on est toujours dans une forme d'asservissement quand on travaille pour des gens qu'on n'aime pas. Je suis un économiste du karma, c'est-à-dire que je travaille uniquement pour avoir un bon karma.
Quoi que ça puisse être, c'est à chacun de le définir. Pour moi, avoir un bon karma, c'est se sentir bien ici, à l'intérieur. Avoir un bon karma, c'est travailler pour que la famille aille bien, pour que les voisins aillent bien, que les relations humaines soient bonnes. Le but, c'est que tout le monde dans l'entourage se sente bien. Voilà pourquoi je travaille. Qu'est-ce que je tire de tout ça? Je trime 40, 50, 60 heures par semaine et qu'est-ce qu'il en reste? Une petite maison à moi, c'est ça? Les tiny houses pourraient nous amener à revoir la façon dont nous nous logeons et dont nous exploitons l'espace habitable. Nous faut-il toujours plus d'espace? Les maisons doivent-elles toujours être plus grandes et les jardins toujours plus étendus? Nos biens doivent-ils sans cesse se multiplier? Je pense qu'actuellement, beaucoup de gens remettent ce principe en question et veulent expérimenter de nouveaux projets de vie. Les Allemands sont-ils un peuple de travailleurs acharnés? Sont-ils d'une précision et d'une minutie extrême, de qualité prétendue prussienne? Je crois que c'était vrai il y a 50 ans. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce que c'est qu'un Allemand. Suis-je allemand? Bien sûr, je suis allemand. Voilà à quoi il ressemble maintenant. Oh, le stéréotype de l'Allemand, c'est pas gentil, mangeur de saucisses et buveur de la bière. Festif, l'alcool un peu. Gros buveur de bière. La bière. Bière. Ils boivent surtout de la bière. Ce préjugé est peut-être un petit peu lié à la fête de la bière, perçue à l'étranger comme une véritable beuverie. J'arpente les quelques 100 000 hectares de vignobles allemands pour me rendre à la Beer Academy de Berlin, où j'ai rendez-vous avec un homme qui a un métier de rêve. Tu es sommelier? Sommelier de la bière. Et je vais pouvoir brasser une bière avec toi. Avec plaisir. Voici le malt. Du houblon, de l'eau, du malt. La première étape consiste à extraire le sucre du malt. Sans sucre, pas d'alcool. Tu commences à transpirer, hein? Et la dégustation, c'est pour bientôt? Elle n'a lieu que dans 3 semaines. D'accord. Quand on parle de bière, on pense à l'Allemagne et aux Allemands. En Allemagne, la bière existe depuis au moins 800 ans avant Jésus-Christ, soit environ 3000 ans. Près de Kulmbach, en Bavière, on a découvert de vieilles amphores et on a démontré à l'aide d'analyses qu'elles contenaient de la bière. C'était les pays au nord des Alpes qui produisaient de la bière. Cette boisson de barbare. Et comment se déguste cette boisson de barbare? Il faut cracher? Quand on déguste une bière, on boit le verre en entier. Ça va être dur, mais je me sacrifie. Qu'est-ce qui différencie une bière d'une autre? Ici, on sent de légères notes de citron, non? Je dirais un parfum frais. Un parfum frais et pétillant. Et question finale, qu'est-ce qui reste en bouche après avoir avalé une gorgée? Il reste des sensations. Une fois la bière avalée, les arômes passent à l'arrière du palais et remontent jusqu'au nez. Et ces arômes, on cherche à les sentir. C'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Santé! Santé! À Leipzig, je fais une halte à l'église Saint-Thomas, célèbre dans le monde entier. Lors de travaux de restauration, on y a fait une drôle de découverte. Elle se trouvait au milieu de l'hôtel. Cette bouteille a été laissée là par l'équipe qui a restauré l'hôtel en 1964. Je pense qu'ils ont fait ça pour plaisanter, qu'ils ont voulu s'immortaliser. Bon, il y avait sans doute aussi quelques gouttes dans la bouteille. C'est assez étrange de penser que pendant 50 ans, on a célébré la Sainte Seine au-dessus d'une bouteille de bière. Passons maintenant de la religion au sport. Je suis professeur de yoga et nous allons faire une séance de yoga classique en intégrant la bouteille de bière à toutes les postures. C'est bien que des gens qui ne font pas de yoga habituellement y viennent par ce biais. La bouteille de bière est un peu un appât. On peut s'y accrocher, c'est une sorte de confort. En ayant la bière avec soi, on se sent un peu plus sûr.
Quand on évoque l'Allemagne, on pense pas d'emblée au yoga, mais plutôt à la bière. Bien sûr, on est connu pour être des buveurs de bière. L'Allemagne est un des rares pays où on peut en consommer dès 16 ans. Donc on grandit avec. On va pas y arriver. Oui, oui, très bien. Maintenant, on lâche une main. On prend la bière. Santé. Santé. Tu es vraiment raide. T'as raison, c'est un objet plutôt rassurant. Pour toutes les interviews, tu devrais prendre une bière avec toi. Ouais. Bonne idée. Du moins pour aborder le préjugé suivant. Ils sont très sérieux. Quand ils sont pas efficaces, ils sont vraiment pas drôles. Les Allemands ont leur propre sens de l'humour. Par exemple, ils n'aiment pas les blagues scato. J'essaie de me rappeler ce qui était drôle en Allemagne, mais je trouve rien. Je ne connais pas d'allemand drôle. Quel problème les Allemands ont-ils donc avec l'humour? Le journaliste économique américain Andreas Kluth a écrit un article très remarqué sur les Allemands et l'humour. Cet article a vraiment fait le tour du monde. On entend dire partout que les Allemands n'ont pas d'humour. Les étrangers, et surtout les anglo-saxons, ont un sens très développé de ce que nous appelons tout simplement le charme. C'est un phénomène qui fait partie de la culture quotidienne. On ne prend pas les choses au pied de la lettre, ce qui donne toujours lieu à un petit sourire. Quand on se parle. Oui, quand on se parle. Mais même avec les autorités ou l'administration, tout est plus simple quand on humanise un peu les relations, qu'on évacue les tensions par l'ironie, l'exagération ou un euphémisme. Il faut juste que les deux interlocuteurs en aient conscience. Vous racontez par exemple la blague que vous avez sortie à la caissière d'un zoo. Oui, nous venions d'arriver de Californie et je suis allé au zoo de Berlin avec mes 3 enfants. J'ai demandé combien ça coûte pour les enfants. Elle a dit ça coûte tant. Est-ce que je peux vous donner un peu plus pour que vous gardiez les enfants? La femme m'a dévisagé en pensant que je venais de dire quelque chose de terrible. Elle a regardé les enfants et les enfants l'ont regardé. Puis elle a sorti « Ton papa ne parle pas sérieusement. Il ne veut pas vous vendre. » Pour moi, les Allemands ont le même rapport avec la langue que Guillaume Tell avec la pomme. Ils visent très précisément la cible. Il faut rester au premier degré, sans quoi il y a des malentendus. Alors que les anglo-saxons, eux, tirent beaucoup de flèches autour de la cible. C'est leur manière de faire comprendre où ils veulent en venir. Donc avec les Allemands, il faut toujours être direct et précis. Je teste ça avec ma pancarte. Les Allemands n'ont pas d'humour. C'est vrai en partie. Merci. Merci. Pourquoi on n'a pas d'humour? C'est un préjugé. Moi, je pense qu'on en a. Mais il n'y a pas de mais. Certains n'ont pas d'humour parce qu'ils n'en ont pas les moyens, peut-être. Parce qu'ils sont trop pauvres. Qui dit ça? Tout le monde. N'importe quoi. C'est un cliché répandu. Les Allemands n'ont pas d'humour. Les étrangers. Oui, à l'étranger. Même en Suisse. La Suisse, c'est pas l'étranger. Mais aussi en France, en Autriche. J'aime rire. Même des choses qui font mal. Et la plupart du temps, je ris de moi-même. C'est ce qu'il y a de mieux. Savoir rire de soi. Exactement. Voilà. Vous voyez? On s'en sort. On s'en sort par l'humour. Faut pas baisser les bras. Exactement. Les Allemands, Toujours à l'heure. la rigueur. Très ponctuel. Très responsable. Oui, bah alors bien sûr, les Allemands, ils ont la réputation d'être toujours à l'heure. Hein. Pas de rendez-vous 10 minutes plus tard. Hein. On est à l'heure, plus tard, je dirais même 10 minutes avant. Au chemin de fer allemand, on en sait quelque chose. Aujourd'hui, environ 150 minutes de retard.
Je prends la voiture et j'arrive in extremis sur une plage de la mer du Nord où j'ai rendez-vous avec un homme pour qui la ponctualité est vitale. Je m'appelle Knut Knudsen. Je livre le courrier jusqu'à l'île de Suderhoek. C'est un trajet de 14 km. S'il n'est pas à l'heure, il est piégé par la marée au retour. Pour moi, bien sûr, la ponctualité est importante, car mon emploi du temps est déterminé par les marées. C'est dangereux quand l'eau remonte trop tôt. Je pense que la ponctualité est effectivement une qualité allemande. Ce n'est pas correct de faire attendre quelqu'un. Mais d'où vient cette qualité typiquement allemande? Je rencontre le directeur du musée du Brandebourg-Prusse, Stefan Teilich. Bonjour. Bonjour, David. Stéphane. J'espère ne pas être en retard. On a 2 minutes de retard. 2 minutes? Oui. Désolé. Pas de souci. Quelles sont les qualités des Allemands? Tout d'abord, la ponctualité. Être bien à l'heure. En arrivant quelques secondes plus tôt, on a la situation en main. Ce qui nous amène à la deuxième qualité des Allemands. L'ordre, l'organisation. Et l'ordre, l'organisation vont toujours de pair avec l'application au travail. C'est la productivité, le rendement. Voilà les stéréotypes les plus courants qu'on associe aux Allemands. D'où viennent-ils? Quelle est l'origine de cette ponctualité dont on parle tout le temps? Cette ponctualité a des origines militaires. Le Brandebourg-Prusse est très imprégné par son histoire militaire. Or, dans l'armée, l'emploi du temps est très strict. Qu'il s'agisse du réveil, du lever, du premier défilé, du petit déjeuner, des exercices, de la marche. Lorsqu'on est constamment soumis à cette discipline et qu'on est puni quand on arrive en retard, on a tout intérêt à essayer d'être à l'heure. Il existe ce qu'on appelle le pas de loi. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne fais plus de yoga. Il faut lever la jambe en la tendant bien droite vers l'avant. C'est sans espoir. Il faut jamais perdre espoir. Strict, droit, et c'est un peu les gros stéréotypes qu'on sort sur les Allemands. Ouais. Organisé. La rigueur, le sérieux. N'importe quelle loi en Allemagne, elle passe sans que les gens disent quelque chose. Il y avait une expression que ma grand-mère disait, les Allemands c'était strikt verboten, strictement interdit. Le strict respect de l'ordre semble bien ancré chez les Allemands. Il existe même en Allemagne un service dédié à l'ordre public. Thorsten Winterach parcourt jusqu'à 12 km par jour. Il exerce un métier dont je n'avais encore jamais entendu parler. Notre métier s'appelle vraiment inspecteur de la voirie. Notre principale mission est de garantir la sécurité publique. Tenez ce rebord. Vous voyez? Quand on marche dans ce sens, ça accroche. Il y a une racine en dessous, on peut la voir. Ici, il y a des numéros sur les arbres. C'est pour que le carreleur puisse retrouver l'emplacement. Je note à droite de l'arbre 92. On ne fait pas que se balader, comme les gens disent. On a une grande responsabilité. Beaucoup de personnes âgées passent par ici. Et s'il y a des joints qui ressortent ou que des racines font remonter les dalles, ils ont vite fait tomber. Ici, par exemple, regardez, il y a un canapé qui traîne. Je dois le noter. Ensuite, j'en informe le service chargé de l'ordre public, qui en informe à son tour le service de propreté de la ville. Puis une équipe vient avec un gros camion pour enlever ce genre d'objet. Même en vacances, il pense au travail. Quand j'étais en Turquie, ma femme m'a dit de décrocher un peu. J'aurais pu noircir tout un bloc de papier. Eh oui, c'est comme ça, c'est en moi. Je pense que ce comportement est inné. Quand on va dans d'autres pays, les gens sont un peu plus décontractés. Ils prennent les choses à la cool. Mais les Allemands, eux, ils disent « il faut faire ci et ça ». Ils ne lâchent jamais. Et ça peut avoir de curieuses conséquences. J'ai rendez-vous avec Ivos, qui a fait les frais de la bureaucratie allemande, et tout ça à cause d'une cabane perchée dans un arbre. Nous l'avons construite en 2008.
Nous avons été tranquilles pendant quelques années. Mais un jour, les services municipaux ont fait une ronde et ils ont dit que c'était une construction qu'il fallait absolument démolir. Puis ils ont mis une pancarte pour dire qu'il fallait immédiatement enlever toutes les constructions illégales. Une cabane de jeu pour enfants peut avoir une surface maximale de 2 mètres carrés. La nôtre fait 1,41 mètres sur 1,41 mètres. J'aurais pu proposer un compromis. Bon, d'accord, je coupe 59 cm. Mais les services municipaux et régionaux ne veulent pas entendre parler de compromis. Ils exigent la démolition de la cabane. Il faut la démonter, et c'est dur à avaler. Et je ne pense pas que dans les autres pays, les autorités demandent d'emblée la démolition sans même se dire « Ah, c'est beau ». Ça, c'est peut-être bien typiquement allemand. Autre exemple de cet amour de l'ordre dans le quartier de Dahlem, à Berlin. On a construit un mur devant une crèche pour que les riverains n'entendent plus et ne voient plus les enfants. Ça, c'est une aire de jeu. Oh non! Et le mur est très haut. Il fait 5 mètres. Je trouve que c'est très significatif, que ça en dit long. Voilà à quoi ressemblent les espaces dédiés aux enfants. De l'autre côté, on réalise un nouveau projet immobilier de standing, et ici, c'est l'endroit où les enfants jouent. C'est pas très sympa pour les enfants. C'est un phénomène de société? Je crois que ça vient effectivement de cet attachement des Allemands à l'ordre. Ils éprouvent le besoin viscéral de tout contrôler et de tout faire dans les règles. Il ne faut surtout pas céder à l'émotion, ni faire de bruit, ni échapper au contrôle. Or, les enfants sont justement tout le contraire. Et visiblement, ça ne passe pas. Alors, s'ils font du grabuge, il faut construire des murs comme celui-ci. Bien sûr, le mur de Berlin renvoie à une histoire totalement différente. Mais on retrouve ici la même symbolique, ou du moins la même idée. Entre l'Est et l'Ouest, il y avait un no man's land. Et ici, il y a un terrain de basket. L'ordre règne ici partout. J'avais rencontré les membres du collectif Peng qui prônent justement le contraire. On est le collectif Peng, responsable d'actions subversives et de désobéissance civile pour promouvoir de nouvelles stratégies de contestation sociale. Par exemple, ils sabotent des conférences du groupe Shell ou annoncent la sortie du lignite au nom du groupe énergétique Vattenfall. Même Google n'est pas à l'abri. Je suis intimement convaincu qu'il faut introduire un élément perturbateur partout où le pouvoir est trop concentré, histoire de détendre un peu l'atmosphère, d'avoir un peu plus d'air. Le problème n'est pas la désobéissance civile, mais l'obéissance civile. L'obéissance civile est un phénomène bien allemand, c'est clair. Le collectif s'attaque même à l'ordre très strict des services secrets. Dans le domaine des services secrets, il y a bien trop peu de campagnes, d'ONG et de débats. Donc on a créé une association, une plateforme pour attirer l'attention des gens. Il faut humaniser ce secteur. Il y a des gens qui souffrent des structures machistes des services secrets. Ils souffrent parce qu'ils contribuent tous à nous opprimer et à construire un État totalitaire. Et nous, on veut les libérer, car ce qui compte, c'est l'amour. On est allé à la NSA en camion pour les inciter à quitter l'agence. Ensuite, on a envoyé un drone au-dessus de la base de la NSA et on a largué des tracts, comme ils l'ont fait pendant la guerre en Irak, pour les libérer, les ramener à la démocratie. On s'est bien amusé. Très franchement, je trouve que l'ordre, c'est génial. Je pense qu'on a toujours besoin de points de repère pour s'orienter et construire la société. L'enjeu n'est pas l'ordre en soi. Il s'agit plutôt de remettre en cause les rapports de pouvoir. Après, tout dépend de la façon dont on s'y prend. Nous, on utilise l'humour et la plaisanterie. Et quand on se retrouve en face de quelqu'un qui se prend trop au sérieux, le contraste est très intéressant. Alors, les Allemands sont-ils vraiment de petits bourgeois sans humour qui aiment plus les interdictions que leur bière quotidienne? Quand on boit de la bière, on ne doit pas forcément ressentir quelque chose dans la tête. Non, c'est un élixir de vie. Il ne manque plus qu'un panneau « Interdit de jouer » ou « Interdit de rire ». Je trouve qu'on a de l'humour. Mais en Allemagne, il faut prévenir qu'on va faire une blague. Il faut l'annoncer avant, et alors on peut rire. Je ne dirais pas que l'Allemand se tue au travail. En Inde, une mère de famille, oui, elle se tue au travail.
Si tu travailles, tu es estimé. Si tu es paresseux, mieux vaut disparaître. Le paresseux fait tout le temps quelque chose, mais à un rythme plus lent. Autrement dit, il a un autre rapport au temps. De son point de vue, il a passé une journée très épuisante, où il a fait énormément de choses. Studio.